Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous êtes bien, que vous soyez seul ou pas, parce qu'on dit que la solitude, ce n'est pas d'être seul, mais c'est de se sentir seul lorsqu'on est très bien entouré. La définition peut porter à confusion. On va en parler avec la présidente de SOS Solitude, Catherine Saminadin. On en parle dans Gadiam Réunionnais. Bonsoir Catherine Saminada. Bonsoir. Première question et première colle, c'est quoi la définition de la solitude? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était une définition donnée par un acteur américain, et je crois que c'est Robin Williams qui disait que la solitude, ce n'est pas d'être seul, mais c'est de se sentir seul, même lorsqu'on est entouré. C'est un peu ça, oui. On peut se sentir seul en étant entouré, comme vous dites. Donc du coup, on a des gens qui nous appellent et qui nous disent. Ils sont seuls ou ils se sentent seuls? Il y en a qui sont vraiment seuls, isolés, je dirais. De fait, qu'ils habitent peut-être dans un endroit des hauts, il n'y a pas de moyens de sortir, d'être mobile, et il n'y a personne. Ils nous disent, j'ai pas d'amis, donc. Alors, ceux qui vous appellent ou celles qui vous appellent, ils ou elles ont quel âge? Alors, en général? En général, je dirais 25 à 93 ans. Donc des appels de la Réunion, mais aussi de la métropole, et voilà, quoi. Alors, celui ou celle qui a 25 ans, quand il vous appelle, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors on peut avoir plusieurs motifs d'appel. Ça peut être les conflits familiaux, ça peut être la rupture amoureuse, ça peut être les difficultés des violences intrafamiliales aussi. Ça peut être voilà, les addictions. Voilà, il y a plusieurs motifs d'appel. Une question, parce que je l'ai déjà abordé. Les jeunes qui sont homosexuels, qui se trouvent exclus de leur famille, cela aussi vous appelle? On a très peu en fait de personnes à minorité sexuelle. Je dirais ils vont plus être orientés vers le refuge ou d'autres associations. Et celles ou ceux qui ont 93 ans, qui arrivent à décrocher leur téléphone pour vous appeler, pour vous dire leur solitude, quels sont les mots qu'ils emploient pour vous parler? Ils nous disent, voilà, je suis seule, j'ai personne, j'ai personne qui vient me voir, j'ai plus de famille. Voilà, c'est vraiment ces mots-là. J'aimerais bien vous expliquer ma vie, vous dire ce que je ressens, et l'écoutant, il va. Quelqu'un qui a vraiment besoin de vous parler, il va vous parler pendant combien de temps? 20 minutes? Une demi-heure? Ça dépend s'il a vraiment envie de, je dirais, de vider son cœur. De vider son cœur, et ça peut prendre 20 minutes, une demi-heure, et après quand on sent vraiment que la personne a besoin de parler, ça peut durer 1 heure, des fois plus, hein, ça arrive. Combien de temps vous êtes resté avec une personne au téléphone? Combien de temps? Près de 2 heures, une fois. 2 heures? Oui. Qui se sent le plus seul, l'homme ou la femme? Ceux qui appellent le plus, c'est les femmes, en fait. Parce qu'elles ont plus la parole libérée que l'homme. Il va décrocher son téléphone et va dire... Son orgueil va l'empêcher de faire le numéro. Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé. Ils savent pas quoi faire finalement, pas plus que lorsqu'ils vous appellent ou qu'ils appellent pas. C'est-à-dire que si vous posez la question, je sais pas pourquoi je vous ai appelé, c'est que quelque part, il a un peu honte de l'avoir fait. Ou il est gêné. Peut-être, hein, je ne sais pas. Hein, il y a peut-être, oui, cette honte de dire, je suis seule et j'appelle une association comme SOS Solitude. Aujourd'hui, cette association reçoit combien de coups de fil par jour, ou par jour, par semaine, par mois et par an? Alors, je dirais par mois, c'est environ 1200 appels. Donc, ça va de 1000 appels à 1500 en fin d'année.
Donc voilà, c'est une moyenne 1500 appels sur l'année? en fin d'année, le mois de décembre. Ça fait beaucoup d'heures d'écoute? Ça fait beaucoup d'heures d'écoute et donc on est des bénévoles qui prennent des créneaux horaires et du coup on essaie de vraiment remplir tous les créneaux horaires, mais malheureusement on n'a pas assez de bénévoles, donc des fois les gens ils sont un peu frustrés de n'avoir personne au bout du fil. Alors, puisqu'on met le doigt sur un des points, avoir des gens qui écoutent, comment venir chez vous? Alors là, je vais lancer un appel pour ceux qui ont du temps, ceux qui veulent faire quelque chose, qui veulent apporter quelque chose à ceux qui en ont besoin. Comment devenir bénévole à SOS Solitude? Alors, soit la personne nous envoie un mail à sosol974@gmail.com, soit aussi sur Facebook Messenger, en message privé, elle nous envoie un petit message avec ses coordonnées, ou sinon elle appelle le référent, le numéro est sur le site internet de l'association. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie de devenir bénévoles, qui ont envie d'être de temps en temps, de prendre 2 ou 3 heures par semaine, de venir écouter quelqu'un. En ce moment, nous, on est 45 écoutants dans l'association. Il faudrait le double. Et oui, il y a des gens régulièrement qui vont envoyer leur candidature. Donc, on va les inviter à venir à une réunion d'information nord et sud. Donc, les prochaines programmées, c'est le 25 mars et le 25 mars dans le sud. Souvent, c'est à la mairie annexe de Terre-Sainte. Et le 26 mars à la maison de quartier de Vauban. Alors la démarche, ils envoient une demande pour devenir bénévole écoutant. Oui. Après, à partir du moment où ils viennent pour la réunion, quelle est la démarche qui se met en place? Donc la personne va venir à cette réunion d'information, on va expliquer le fonctionnement de l'association, parce qu'on fait de l'écoute, on fait aussi des actions de terrain et puis des événements chaque année. Donc voilà, on va inviter la personne à venir à 2 supervisions, c'est-à-dire toutes les 3 semaines, on débriefe des cas d'écoute autour d'un professionnel, un psychologue. Et donc on va inviter à deux supervisions qui permettra à la personne de comprendre ce que c'est l'écoute, de voir les procédures, en fait, les protocoles, comment répondre en cas d'urgence, surtout en cas d'urgence. Et puis après, c'est 2 tests d'écoute, c'est-à-dire la personne va prendre 2 créneaux d'écoute et comme un écoutant, et puis elle va débriefer tout de suite derrière et elle aura aussi un entretien avec un psychologue. Et après, c'est bon, on pourra intégrer le dispositif. On va juste rappeler quand même que la démarche du psychologue, c'est surtout veiller à ce que la personne n'absorbe pas trop tout ce qu'elle va entendre. C'est important de ne pas devenir une éponge parce que même le plus grand psychothérapeute, s'il absorbe tout ce qu'on lui dit, il finira par exploser. Oui, ou elle finira par exploser. Oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est vraiment voir s'il n'y a pas eu de difficultés au cours de l'année, que ça fasse pas raisonnement à sa propre histoire. Et puis voilà, les motivations aussi à devenir écoutant. Donc aujourd'hui, vous avez besoin plus ou moins d'une 50aine de personnes supplémentaires pour être à l'écoute de tout le monde et prendre le temps. Donc l'appel est lancé. Par semaine, combien d'heures comme ça, on essaye de leur faire comprendre que 3-4 heures par semaine, c'est déjà beaucoup à donner aux autres. Alors nous, on demande un minimum de 4 heures par mois. Donc voilà. Vraiment de 4 heures par mois. Mais après, il y a aussi un engagement à venir sur les supervisions, à vraiment débriefer des cas d'écoute et à venir aux formations. Il y a des formations obligatoires de jeux de rôle avec les superviseurs, les bases de la communication, la gestion des émotions et puis la gestion de la crise suicidaire aussi. D'accord. Et ça c'est le point, je pense, que le plus important à la rigueur, parce que si demain, une des personnes qui appelle et qu'elle va au bout de ce qu'elle a pu ressentir, d'une tentative,
Ça, c'est quelque chose qu'il faut que ceux qui écoutent, les bénévoles, puissent bien gérer aussi. Oui, il faut qu'ils soient vraiment formés à gérer ce genre de situation, même si on est formé et quand on est dans la situation, on peut aussi avoir des difficultés, mais avoir quand même des petites, je dirais, une évaluation de l'urgence, de la dangerosité, des facteurs de risque. Ça, déjà, c'est le b.a.-ba de ce qu'on demande à l'écoutant. Et pour revenir aujourd'hui, quel est le public qui écoute le mieux? C'est les jeunes, les adultes 30-40 ans ou ceux qui ont plus de 50 ans? Qui écoute le mieux. Qui écoute le mieux, qui a vraiment de l'empathie, dont la voix va apaiser la personne qui est à l'autre bout du fil, qui va permettre de bien l'accompagner, qui va réussir à changer, ne serait-ce que l'espace de la discussion, de changer j'allais dire son état d'esprit. Moi, je dirais que c'est pas une question d'âge, qu'on peut être jeune et être vraiment mature, à l'écoute de l'autre, vraiment suivre les protocoles, avoir vraiment une empathie, développer cette capacité-là. Et voilà, on a un peu toutes sortes de profils, je dirais des retraités de l'éducation nationale, des mères au foyer, des personnes issues du médico-social, vraiment tout type de profil. Et il n'y a pas un type d'écoute, mais il y a plusieurs types d'écoute parce que c'est aussi notre histoire, aussi notre façon de voir les choses de la vie qui font que on va écouter que la personne elle sera compris et puis apaisée à la fin. On ne peut pas dire qu'on voit les résultats parce que c'est anonyme, normalement. Oui. Les échanges sont anonymes. Mais globalement, si vous devez faire un bilan du travail depuis que vous êtes président, depuis que l'association existe aussi, depuis que SOS Solitude existe, quel bilan pouvez-vous faire de ce travail que vous menez? Parce que ça reste un travail. Comme vous le dites, comme c'est anonyme, on peut pas savoir en fait ce que la personne deviendra demain. Donc si elle nous appelle plusieurs fois, après elle peut arrêter de nous appeler, donc on sait pas si ça va ou si ça va pas. Donc on peut pas savoir. Après je dirais pas que, l'association essaie de se faire connaître. Notamment par Facebook, parce qu'on répond aussi sur Facebook Messenger en privé. Il y a des bénévoles qui sont formés à l'écriture, en fait, à la réponse par écrit. Par mail aussi, on répond par mail. Et du coup, voilà, je dirais, les gens ont plus de facilité à nous appeler ou à nous écrire. Et c'est là où vraiment on se dit, on est utile, quoi. On est utile. Quand on regarde de manière plus large possible, on voit par rapport au niveau national, quels sont les chiffres de la Réunion? Comment faut-il voir la solitude, celle qui est à la Réunion et celle qui est ailleurs? Au niveau national, je n'ai pas les chiffres en tête. Mais c'est les mêmes causes qu'on voit à La Réunion comme en métropole. Et c'est le même travail, je dirais. C'est vraiment le même travail. Après, on est bien référencé sur Google. Donc les gens ne savent pas qu'on est à La Réunion. Donc les personnes de métropole peuvent nous appeler aussi, ça arrive. Et des fois, on oriente vers des associations de métropole, SOS Amitié, Suicide Écoute, toutes ces associations qui aussi sont dans l'écoute téléphonique. Est-ce que, hormis l'écoute, SOS Solitude peut aller plus loin dans sa démarche, ou vous restez vraiment dans ce cadre-là, l'anonymat, le bénévolat, et surtout être à l'écoute ou alors est-ce que vous orientez, vous allez ici aussi, vous orientez certaines personnes qui appellent vers des structures particulières? Alors oui, SOS Solitude travaille en partenariat, en complémentarité des structures et des professionnels. On travaille beaucoup avec le SAMU, les pompiers, la police. On travaille avec des structures comme le PSMR, la clinique des Flamboyants, le CHU. Le milieu scolaire, le rectorat aussi. Donc
Voilà, on va travailler en réseau, je dirais. Après, au niveau de l'écoute, ça va rester une écoute bienveillante, attentive, non professionnelle et voilà, fait par des bénévoles. Ça vient en complémentarité de ce qui est fait par les professionnels de santé, mais jamais on va faire de suivi psychologique ou on va sortir de notre vie associative et de bénévolat. En dehors de l'écoute et du dispositif d'écoute, nous avons des ateliers nous avons des actions de terrain. Donc, des forums de santé où des bénévoles vont parler du suicide aux lycéens, souvent quand on est invité. Donc, les signes d'alerte, les facteurs de protection, les facteurs de risque. Nous avons aussi des ateliers chez les ados en classe de 5e, mais on ne va pas aborder le suicide, mais plutôt le mal-être. Donc, des ateliers sur la communication, le bien-être, l'estime de soi, apprendre à l'ado, aux jeunes à communiquer, à gérer les conflits, avoir des relations interpersonnelles efficaces, gérer ses émotions. Ces démarches-là, c'est toute l'année? Ces démarches sont toute l'année. Alors pour les ateliers dans les collèges, et on est subventionné par l'ARS et en accord avec le rectorat, on travaille. Voilà, quoi. Il nous reste 3 minutes pour aborder l'avenir, j'allais dire aujourd'hui. Comment il faudra évoluer pour répondre aux questions de ceux qui ont besoin de vous? Comment évoluer aux questions? Comment va évoluer l'association? Comment doit évoluer l'association? Votre façon de travailler, le protocole, les procédures, pour que ça soit de plus en plus pratique et efficace? Alors, la façon de travailler, ça va être de plus en plus, on va protocoliser, faire vraiment des écrits. Après, c'est d'être mieux formé aussi, parce que il va être... on va former des sentinelles, donc SOS Solitude peut s'inscrire dans ces formations-là, dans le secourisme psychique. Enfin voilà, il y aura des approches de formation sur la crise suicidaire, la gestion de crise. Et en efficacité, c'est de vraiment être en amont de ce qui est fait aux urgences. Voilà, c'est vraiment pouvoir être plus efficace à orienter et plus rapidement aussi. D'accord. En tout cas, Catherine Samiada, merci d'avoir été notre invitée, d'avoir répondu à ces questions. J'espère Merci. qu'on aura l'occasion de vous revoir avec d'autres personnes, parce que je crois que ça serait bien que des bénévoles puissent également témoigner de leur expérience, de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils partagent avec ces personnes qui sont souvent, malheureusement, victimes d'une exclusion. Moi, je dirais même pas de solitude, mais elles se sentent exclues et sont isolées et ça amène cette solitude parfois terrible. J'espère qu'on aura l'occasion de partager ça. Et si demain, certaines personnes souhaitent témoigner sur leur solitude, en tout cas, le plateau est ouvert, de venir dire pourquoi vous vous retrouvez parfois dans cette situation-là où vous êtes seul, il n'y a plus personne à qui parler et parfois c'est terrible parce qu'on a vraiment l'impression d'être presque mort. Merci à vous. En tout cas, mais quand je dis presque mort, c'est vraiment presque parce que derrière, il y a encore la vie, il y a encore des gens qui tendent la main. Et il faut surtout pas oublier que personne n'est à l'abri de ce genre de moments et que parfois, il vaut mieux ouvrir son cœur et pouvoir aussi tendre une main. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis.